Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Pourquoi rêve-t-on? C'est une question qui, encore à ce jour, reste sans réponse. Malgré de nombreuses hypothèses, aucune ne parvient à répondre de manière définitive à cette interrogation. Donc, selon une des théories, certains rêves seraient une simulation de menaces nous permettant de nous exercer à adopter des comportements adéquats et à avoir les bonnes réactions émotionnelles. Donc, cette explication-là expliquerait les rêves de situations atypiques et aussi les cauchemars. Il y a aussi d'autres hypothèses qui suggèrent un lien entre les rêves et la mémoire, affirmant que le sommeil jouerait un rôle essentiel dans la formation des souvenirs liés à l'apprentissage. Cela expliquerait pourquoi, sans rêve, le cerveau est enclin à l'oubli et est incapable d'apprendre de nouvelles choses. La démarche de l'artiste que je reçois aujourd'hui va un peu à l'encontre de cette dernière théorie. Plutôt que de considérer les rêves comme une source de souvenirs, elle les utilise activement pour créer des souvenirs transcendantaux qu'elle sculpte avec sa musique. Peut-être que le dieu mythologique Morphée donne les rêves, mais l'artiste que je reçois, elle, partage les siens de manière à faire vivre des aventures oniriques et sensorielles aux oreilles attentives sans même qu'elles aient à fermer les yeux. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir comme il se doit Laurence Sanne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. En début septembre dernier, tu as fait paraître ton plus récent album qui s'intitule Oniromancie. Ce projet-là, qu'est-ce que ça représente pour toi? Un peu, c'est ça. T'en as parlé dans l'introduction, mais en fait, c'est vraiment un album centré sur les rêves. Ouais. En fait, c'est l'album, je crois, qui est comme le plus personnel des trois, dans lequel que j'ai sorti jusqu'à maintenant, parce que justement, c'est vraiment puisé dans quelque chose de vraiment proche de moi. Tu sais, les rêves, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Souvent, ce qui se passe dedans, c'est relié avec ton quotidien, ta propre personne, ta perspective de ce qui t'entoure. Donc, c'est ça, je trouve que j'ai aussi eu beaucoup de commentaires, puis les gens ils me disaient « Wow, avec cet album-là, j'ai vraiment l'impression d'être plus près de toi ou de comprendre quelque chose de plus c'est le fun, ça. Personne. » Fait que c'est ça. Je pense que c'est un peu un plus grand dévoilement. OK, une ouverture sur un peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour les auditeurs. Exact. Puis qu'est-ce que ça représente pour les auditeurs, tu penses, de pouvoir toucher à cette Laurence Sanne-là, peut-être de manière plus profonde, on pourrait dire? J'ai l'impression que ça peut peut-être apporter une proximité différente avec la musique, justement. Tu sais, juste le fait de se sentir plus près de l'émotion de base, tu sais, qui a servi à créer ces chansons-là, ça peut aider à s'immerser encore plus dans l'univers ou, tu sais, de le ressentir d'une façon peut-être plus prononcée. Puis, justement, en parlant que... En fait, tes rêves influenceraient la manière dont tu as composé, en fait, les pièces de ce nouvel album. Comment tu parviens à faire la traduction entre les rêves, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, et le produit qui se retrouve ultimement sur un album? En fait, ça marche plus par connexion, je dirais. Parce qu'en fait, c'est comme, tu sais, quand je repense à ces rêves-là, c'est pas des images vraiment précises que j'ai. C'est pas une histoire claire de « Ah, j'ai rêvé, voici de A à Z ce qui s'est passé, les paysages, etc. » C'est vraiment plus comme des impressions, puis des moods, des couleurs, des lieux un peu flous qui me restent en tête. Puis, d'une façon... En fait, je sais pas trop comment ça fonctionne ni pourquoi c'est comme ça que ça se passe, mais quand j'arrive devant un instrument puis que là, je me mets à composer, il y a certaines suites d'accords ou certains moods qui vont réveiller comme ces images-là dans ma tête puis qui vont comme faire une connexion. Ah ouais, OK. Ouais. Puis comme OK, ce sentiment-là musical rejoint ce sentiment-là que j'ai ressenti dans un rêve, tu sais, puis c'est un peu comme ça que j'ai essayé de travailler les pièces. Puis c'est-tu majoritairement avec l'harmonie
ou c'est un petit peu comme avec peut-être les sonorités aussi, ou une combinaison des deux? Exact, c'est vraiment une combinaison d'un peu tous les sons puis de ce que ça vient créer Okay. un peu dans mon cerveau. C'était quel type de rêve? C'était quoi l'atmosphère? C'était quoi l'univers? C'était quoi le genre de sentiment que tu vivais quand justement t'étais dans le processus de création pour cet album-là? Mm-hmm. Ben ça dépend de chaque chanson en fait, c'est ça, il y en a certaines que c'est vraiment plus du côté cauchemar. Tu sais, c'est ça, moi j'ai vécu plusieurs beaucoup de paralysie du sommeil. Ah ouais? Oui, ouais. Ah ça c'est intéressant. Mm-hmm. Il y a comme des périodes de ma vie où tu sais, je crois pas que c'était nécessairement créé par le stress ou tu sais, c'est vraiment encore tu sais, j'arrive pas nécessairement à créer un lien avec mon quotidien puis le fait que je fasse des paralysies du sommeil, mais il y a comme ça des périodes dans ma vie où j'en faisais souvent. Puis c'est ça a comme créé un peu cette peur-là de dormir des fois. Fait que c'est un peu de ça que je parle dans la chanson Polymorphe. Dans le sens où, tu sais, c'est ça, j'ai longuement contemplé la nuit. Je crois qu'elle m'a reconnue aussi. Fait que c'est un peu de comme créer, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une connexion un peu avec, c'est ça, les rêves. Puis veux-tu juste nous expliquer exactement c'était quoi tes expériences de paralysie du sommeil? Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une paralysie du sommeil? Ouais, en fait, la paralysie du sommeil, c'est quand, en gros, là, si on c'est quoi le terme qu'on dit? Vulgarise. Ouais. En fait, c'est que il y a la moitié de ton cerveau qui est endormi, puis l'autre moitié qui est réveillée. Okay. Donc, c'est un peu comme c'est le lieu où tu te retrouves entre l'éveil et le sommeil. Ouais. Puis en fait, c'est que les mécanismes de ton cerveau qui font en sorte que tu sais quand on dort, on bouge pas. Tu sais, les somnambules, c'est une autre catégorie, mais ouais. en fait, c'est ça, c'est qu'il y a comme des mécanismes qui font en sorte que quand tu rêves, t'es pas supposé bouger ou t'es pas supposé marcher ou crier ou tu sais, je sais pas, juste être à ton corps dans la vraie vie. Là. Exact. Fait que ça, c'est enclenché quand tu dors. Puis là, quand il y a justement ta conscience qui se réveille, mais ton corps reste endormi, Mm-hmm. ben il y a ce moment-là où t'es comme conscient du lieu où t'es, mais t'es encore un peu plongé dans les rêves, puis ça fait en sorte que t'as comme des hallucinations sonores, visuelles, des sensations, mais tout ça en pouvant pas bouger. Fait que souvent, ça crée un moment angoissant parce que ben c'est pas nécessairement, c'est ça, c'est que tu peux arriver à contrôler ça puis faire en sorte que ok, je suis pris, je veux juste attendre que je me réveille, puis tu sais ça peut passer paisiblement, mais la plupart du temps c'est comme tu sais t'es dans cette sensation là puis tu veux comme bouger puis tu veux pouvoir te lever, t'essaies de crier comme ou d'essayer de tu sais si tu dors avec ton copain ou ta copine, t'essaies de comme parler ou de crier pour que cette personne vienne t'aider. Exact. Mais c'est ça, souvent ça fonctionne pas. Puis mais au bout d'un temps, tu sais, c'est que tu sais pas combien de temps ça dure, tu sais. Ouais. T'as pas conscience du temps, fait que c'est comme t'as l'impression que c'est interminable ou tu sais des fois je réussis à me réveiller mais je suis comme tellement pas assez réveillée que je replonge dedans, fait que c'est comme c'est vraiment c'est un peu comme t'es prisonnier un peu de ça. Parce que moi j'avais un ami qui lui avait ce genre de j'ai tendance à vouloir appeler ça comme un problème de sommeil, genre. Ben oui, mais c'est que c'est pas, tu peux pas comme le régler. Il y a pas de, tu sais, je pense pas que ça a été étudié encore tant que ça. Ou il y a très comme, nébulé il y a toutes pas les études de, c'est au ça, sommeil, il y a là. pas de routine que tu peux faire pour éviter ça. C'est comme ça arrive comme ça, tu sais. C'est un éveil, tu sais. Mais. Puis lui justement. C'était horrible en fait, il venait comme se faire étrangler par comme c'était systématiquement dans toutes ces apnées du sommeil, paralysie du sommeil, c'était tout le temps quelqu'un qui venait l'étrangler puis ça arrêtait quand la personne s'enfuyait par la fenêtre genre, puis là il pouvait reprendre conscience de son corps puis être genre wow, qu'est-ce que je viens de vivre. Ouais. Puis mais toi, ton album, ça semble pas nécessairement être que du cauchemar ou de l'angoisse à ce stade-là. C'est quand même très envoûtant, atmosphérique. Je trouve que quand on écoute ça, on se ferme les yeux, on voit un univers, ça semble comme bouger tranquillement. On dirait que je vois des nuages mauves. Là. C'est un peu comme la vibe que ça me donne. Genre. Fait que c'est pas que du négatif, les rêves. C'est pas que des cauchemars non plus. Exact, c'est ça. C'est que j'ai vraiment souvent des beaux rêves aussi. C'est que j'ai essayé de parler d'un peu toutes les facettes, en fait. Des rêves que j'expérimente. Donc, c'est ça, il y en a vraiment qui sont plus lumineux, puis plus, je
je sais pas, qu'il y a comme des expériences vraiment plus belles. Fait que c'est ça, c'est un peu de parler de tous les aspects. Puis ces temps-ci, tu rêves à quoi? Ces temps-ci, c'est des rêves plutôt... que je dirais comme qu'ils n'ont pas nécessairement de signification en ce moment. Il y a des fois où comme... C'est de l'absurde un peu ça, plus? Ouais, c'est beaucoup d'absurde en ce moment. Juste des situations... On dirait que là, tu me prends un peu de cours, là. Je pourrais pas dire à quoi j'ai rêvé hier, mais souvent, ça m'arrive de raconter comme mon rêve à mon partenaire, puis comme, mais ça fait pas nécessairement de sens, ça, mais voici ce qui s'est passé. Puis est-ce que tu penses que ce genre d'absurde-là va peut-être teinter la venue du prochain album, du prochain projet? Bonne question. Je sais pas, en ce moment, je suis comme pas vraiment en période d'écriture. Puis on dirait que vu que j'ai déjà comme exploré beaucoup cette thématique-là, j'aurais peut-être envie d'essayer de trouver de l'inspiration ailleurs. Je comprends. Parce que même, tu sais, depuis mon premier album, Première apparition, il y a quand même plusieurs références aussi aux rêves. Fait que c'est comme quand même quelque chose de vraiment présent dans ma création musicale puis artistique. Fait que on dirait que j'ai peut-être envie d'explorer d'autres thématiques. Ouais. Ben, on se lance tout de suite dans cet univers-là. On va commencer avec la pièce Supernova, puis on va suivre avec la pièce Citadelle en fait, les deux pièces sont dans l'album Oniromancy. Donc, on écoute tout de suite. On est de retour, on vient d'écouter Supernova et Citadelle de l'album Oniromancy de Laurent San. On vient d'en parler un peu, mais avant ton dernier album, t'as fait paraître 2 albums en fait. Donc en 2019, tu faisais la sortie de l'album qui s'intitule Première apparition, puis en 2021 de l'album Musivision. Ton évolution puis tes sources d'inspiration ont sans doute beaucoup changé. Entre les projets, ça fait quand même au fil du temps on évolue, veux pas. De quelle manière décrirais-tu ton évolution musicale depuis le début de ta carrière artistique? Oui, en fait, je pense que cette évolution-là passe par différentes méthodes de création. Je crois que chaque album a comme eu une technique différente ou une approche différente, je dirais. Première apparition, les chansons avaient été composées depuis un bon moment, puis ça faisait un bout que je les jouais aussi avec mon groupe. C'est ça, c'était la période des Francs ouvertes, donc on avait quand même vécu beaucoup sur scène avec ces chansons-là. Puis quand on est arrivé en studio, l'enregistrement s'est passé tellement vite. On a enregistré cet album-là en 2 jours. Ah ouais? 2 jours et demi. Ouais. Puis ce qui est un exploit en soi, là. C'est très rapide. Là. Exact. C'est comme on était vraiment dans une bulle créatrice, puis tellement c'est comme ça allait vite, puis il y avait tellement de c'est comme s'il y avait une effervescence, c'était un moment un peu magique, puis j'imagine c'était aussi très rodé dans le sens si vous l'aviez fait en spectacle, vous pouviez vraiment savoir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est la meilleure façon d'interpréter cette pièce là. Exact. Puis tu sais on les jouait, c'était enregistré live. Ça, c'était pas du track. On était tous comme on était au Studio Wild à Saint-Zénon, puis on était tous en rond dans la grande pièce, puis on a tout enregistré les chansons en live. Wow. Donc on faisait peut-être 3-4 takes par chanson, puis on prenait la meilleure là-dedans, puis c'est ça qui a fait l'album, tu sais. Ouais. Puis fait que c'est ça c'était comme une façon de faire. Ouais. Puis après ça pour Musivision. J'ai créé des maquettes de mon côté avec comme des arrangements, des idées de direction pour les chansons. Puis de la façon qu'on a fonctionné, là, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Félix Petit. Puis on est allé en studio. Puis là, avec les musiciens, on a comme vraiment plus travaillé la direction des pièces. Donc on enregistrait en partie live aussi, mais en réorientant un peu les chansons, donc en travaillant un peu plus l'univers. Fait que c'est ça, c'était comme un autre travail qui était un peu plus recherché, disons. C'était donc moins avec le band? Non, c'était autant avec le band, mais c'est ça, avec une autre approche, au lieu de comme, OK, on fait 4 takes puis c'est ça la chanson, c'était plus comme, OK, on essaye ça, est-ce que on le feel, est-ce que ça marche, OK, on va essayer telle autre idée. C'était vraiment plus, on a pris plus notre temps, je dirais.
Ouais. OK. Mais en se basant, c'est ça, c'était qu'on les avait jamais joués avant d'arriver en studio. OK. C'était comme, voici mes nouvelles chansons, essayons d'enregistrer quelque chose pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis le dernier album, ça s'est composé de quelle manière? C'est un petit peu plus comme le deuxième album, j'imagine? Oui, mais encore là, c'était une autre technique totalement, parce que là aussi j'avais comme fait des maquettes, donc des squelettes de chansons, mais j'avais pas nécessairement toutes les formes. Donc c'était vraiment comme des idées, des vibes, ou comme c'est ça, une idée de refrain. Puis après ça, je suis allée voir François Zaidan, avec qui j'ai co-réalisé Oniromancy. Puis pendant presque 1 an et demi, on s'est vu à toutes les semaines ou aux 2 semaines. Puis on travaillait ensemble les structures des chansons, les arrangements. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait à 2, comme dans un univers un peu plus fermé. Tu sais, on était juste vraiment 2 cerveaux à travailler sur... Très rigoureux quand même, là, de travailler là-dessus de manière aussi ouais, c'est ça. C'était plus comme de la recherche et création, vraiment. De comme aller vraiment dans les détails, puis dans chaque bassline, dans chaque mélodie de synth, puis dans chaque... c'était comme vraiment... un travail plus recherché. Puis après ça, on est allé en studio, mais c'est ça, on n'a pas fait de live pour cet album-là. C'était vraiment comme, OK, au studio, on a fait les drums et les basses. Ouais. Puis sinon, les synths, ça a tout été fait à la maison. Les voix aussi, on a fait surtout ça dans le studio maison de François. OK. Fait que c'est ça. Ça a vraiment été 3 processus totalement différents. Wow. Puis ça, j'imagine aussi le fait de travailler sur des projets qui sont autant... tu mets tellement de corps et âme dans tout ça. J'imagine que toi aussi, personnellement, en tant qu'artiste, ça a dû forcer une évolution. De quelle manière la décrirais-tu, cette évolution personnelle-là? En fait, je pense que à travers tous ces albums-là, j'ai pris plus de confiance en mes talents de musicienne, je dirais. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a toujours un peu ce sentiment-là d'imposteur, dans le sens où comme moi j'ai jamais étudié en musique, puis tu sais la théorie musicale je connais pas ça, fait que c'est toujours un peu d'y aller à l'instinct. Je pense qu'au début, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui allait jammer parce que j'étais comme gênée, puis je me disais mais je sais pas vers où ça va, comme j'ai pas assez d'expérience, puis je pense que à travers tout ça, j'ai comme pris confiance un peu en ce que je peux arriver à créer, puis de m'assumer un peu plus justement en tant que musicienne, mais plus autodidacte. Puis je pense que c'est un peu ça l'évolution. OK. Puis à partir de ton deuxième album, t'as signé en fait avec le label Bon Sound. Qu'est-ce que en fait, veux-tu nous expliquer de quelle manière Bon Sound fait en sorte que c'est bon, en fait, pour la carrière d'une artiste? En fait, tu sais, c'est ça. Bon Sound, ils ont plusieurs chapeaux, là. Ça peut être soit en gérance, en production, en production de spectacle, en label, en... diffusion? Oui, mais c'est quoi? Édition. OK. Puis dans le fond, moi, je suis avec eux dans tous les aspects. Même en booking aussi. Fait que, en gros, c'est juste le fait d'avoir une équipe qui voit à chaque aspect du développement du projet, ça donne quand même un vraiment bon coup de main, parce que avant ça, j'étais en partie autodidacte. Ouais. Je faisais ma propre... pendant un moment, je faisais mon propre booking. Après ça, je faisais ma propre production de spectacle aussi pendant un bon moment. Fait que tu sais, c'est comme... Ça fait beaucoup de chapeaux à porter. Ça fait beaucoup de chapeaux à porter. Puis après ça, c'est aussi au niveau du financement du projet. Comme, tu sais, au début, c'était tout de ma poche. Fait que c'est quand même un risque puis un investissement à prendre. Ouais. Fait que de justement travailler avec un label comme Bon Sound, ça aide à prendre plus de risques. Puis aussi... je sais pas, ça aide à mieux développer le projet, puis c'est vraiment intéressant. Puis au cours de ta carrière, t'as fait quand même beaucoup de collaborations avec des artistes comme, par exemple, Chose Sauvage, Ariane Moffat, on a parlé de Félix Petit. Pourtant, sur tes albums, on voit pas beaucoup de collaborations. Y a-t-il une raison à tout ça? Des featuring, je parle pas. Je veux dire, t'as fait de la collaboration sur la réalisation puis les musiciennes, mais... Ouais, en fait, je pense que sur mes albums, c'est que je vois tellement ça comme une bulle, puis c'est tellement comme un univers, tu sais, je pense que
je suis quand même une personne mystérieuse, c'est ce qu'on me dit. Puis je sais pas, je travaille vraiment comme, c'est ça, dans ma petite bulle. Puis c'est ça, je trouvais que d'amener des features dans mon album, c'était pas nécessairement, ou je sais pas, ça m'a juste jamais comme attiré de faire ça. Mais j'aime beaucoup collaborer, c'est ça, avec les autres artistes, mais sur des projets autres. Des projets autres, parce que c'est comme si mes chansons, je les vois vraiment comme un tout ensemble, puis que c'est comme si ça fitterait pas. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est ça, je suis comme j'ai envie de faire plus de collabos, puis peut-être pas nécessairement de ce que je vais sortir après Uniromancy, ça va pas nécessairement être un album. Je pense que j'ai envie de peut-être juste sortir des singles ou de justement faire plus de collabos, mais sans que ce soit dans un truc conceptuel, tu sais, dans un ouais, je comprends. Complet, tu sais. Puis y a-tu des artistes avec lesquels tu aimerais faire des collaborations? Mettons, si on se dit, ça peut être n'importe qui, n'importe où. Oui, ben avec il y a une amie avec qui j'avais un band avant qui s'appelait Bitch Goddess. OK. C'est Adalea. Je sais pas si tu Non, ça me dit rien. Elle est montréalaise aussi. Puis elle fait Adalea, OK. Ouais, elle fait de la musique en anglais. Puis elle, justement, son label est aux États-Unis. Puis on a déjà parlé de peut-être collaborer ensemble. OK. J'aimerais beaucoup ça. Sinon, j'aimerais beaucoup collaborer avec US Girls. Ouais, OK. Après, il y a un band fait que c'est au beaucoup Mexique. en anglais, en fait. Oui. Ouais, pour l'instant en anglais. Mais c'est ça, il y a un band au Mexique avec qui on essaie de comme faire une chanson ensemble. Okay. Mais eux, ils chantent en français, en espagnol aussi. Tout comme toi, en fait? Oui, exact. Fait que ce serait de voir si ça finit par avoir... le jour. Ouais, avoir le jour. Ben, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, t'as aussi ben, en fait, on le souhaite que ça arrive. Là. Merci. T'avais des inspirations que tu m'as mentionnées, des artistes, c'était des chansons qui t'ont inspiré pour l'œuvre que toi, tu crées. On parlait... Pas nécessairement dans ce sens-là. Plus, ça, c'est des chansons que j'écoute en ce moment, puis que je trouve... tu sais, que j'apprécie, en fait. OK. Alors, mais pas nécessairement... Ça a sorti après... Ben, on fait un album... L'album d'Ariel Soucy est sorti après le mien. OK. Fait que c'est pas des choses qui m'ont comme inspiré pour le faire, mais c'est des choses que je trouve inspirantes, mettons, aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, justement, donc on parle de Ariel Soucy et Philippe Braque, qui sont les deux artistes dont tu m'as mentionné le nom. Veux-tu nous parler un peu de pourquoi ces artistes-là et ces pièces-là, plus précisément, te sont inspirantes ces jours-ci? Oui, ben en fait, Ariel Soucy, l'album qui vient de sortir... j'ai écouté vraiment en boucle. J'ai beaucoup écouté. Je trouve vraiment qu'il y a une beauté dans comme ses mélodies, dans comme sa créativité. Il y a tellement d'harmonie. Je sais pas, comme tout l'ensemble de cet album-là, je trouve vraiment qu'il fait du bien, puis que c'est justement... Tu sais, on est en automne, fait que je trouve que ça fit vraiment avec comme la période dans laquelle on est en ce moment. Puis... c'est ça, je trouve vraiment que c'est juste une belle œuvre. Magnifique. Puis pour Philippe Braque. Philippe Braque, son dernier album qui est sorti, je sais plus ça fait combien de temps. Ça fait pas si longtemps que c'est. Quelques mois. Mais ouais, quelques mois. Puis je trouve vraiment que comme il est allé chercher quelque chose d'autre, qui est comme il est allé ailleurs. D'où il était avant avec ses autres albums, puis l'orchestration derrière ça aussi, puis les moods, les arrangements, je trouve ça vraiment beau, les thèmes aussi abordés, c'est ça, je trouve vraiment que c'est un bel album aussi. Super, ben on écoute ça à l'instant, donc on va commencer avec Un peu de magie de Philippe Braque, puis Pardonne-moi de Ariel Soucy. Bonne écoute. Donc on est de retour, on vient d'écouter Un peu de magie de Philippe Braque et Pardonne-moi de Ariel Soucy. Laurent-San, on en a parlé un peu, mais tu chantes en espagnol. Sur les deux derniers albums, si je me trompe pas, il y a des pièces en espagnol. D'où vient en fait cette maîtrise de cette langue-là? En fait, moi, j'ai habité au Mexique quand j'avais 17 ans. OK. Ouais. Combien de temps? 1 an. OK. Parce que quand j'ai terminé le secondaire, je savais pas ce que je voulais étudier.
Puis là, mon plan premier, c'était d'aller dans l'Ouest canadien, faire une 12e année. Puis là, finalement, c'était plus compliqué. Comment ça, faire une 12e année? Pas 12e. C'est ça? Continuer le secondaire? Oui, exact. Faire, ouais. C'est que là-bas, il y a pas Pourquoi? de cégep. Il y a comme une année de plus, puis après ça, tu vas à l'université. Ah, OK. Ouais. C'est comme un petit hack. Oui, mais c'est juste le système scolaire est différent. Tu sais. OK. Fait que, parce que j'avais fait un échange d'étudiants quand j'étais au secondaire là-bas. Là, Explore, je voulais- genre? Non, c'était vraiment, c'était pas, il y avait pas de nom, c'était comme gouvernemental. OK. Puis, c'était juste 3 mois là-bas, puis après ça, l'étudiante chez qui j'habitais là-bas venait 3 mois au Québec OK. chez nous. Fait que c'est ça, j'avais fait ça, puis là, je m'étais fait des amis là-bas, puis là, j'avais envie de retourner faire une dernière année là-bas, Mhm. puis tu sais, perfectionner mon anglais aussi. Puis finalement, c'était vraiment compliqué parce que vu que j'étais mineure, j'avais besoin d'un tuteur légal, puis là, pour avoir un tuteur légal, mais il a fallu que c'était comme des affaires d'adoption, là. C'était comme vraiment compliqué. OK, ça commence là, à devenir marchait trop pas, là. compliqué. C'était Là. vraiment compliqué. Puis ça coûtait cher aussi. Mhm. Puis finalement, je me suis dit, je vais aller au Mexique. C'est vraiment simple. Puis ça coûte pas cher. Fait que j'étais partie, c'est ça, 1 an, puis j'avais pris un visa étudiant. Je m'étais inscrite à l'école là-bas. Mais j'ai pas vraiment, tu sais, c'est ça. J'étais plus là pour apprendre l'espagnol que pour avoir un diplôme ou autre. Fait que j'étais pas très concentrée sur mes études. Ouais. Mais j'étais comme dans dans un contexte scolaire, puis j'étais à l'école, je rencontrais des gens de mon âge, puis ça a vraiment comme facilité l'apprentissage aussi. Ouais, de la d'être langue. immersé comme ça dans Exact. un milieu qui parle une autre langue, t'as pas le choix. Là. C'est ça. Tu Voilà. peux pas parler français puis Je espérer connaissais que pas le un monde- mot d'espagnol, là. C'était pas Ah comme ouais. si j'avais une base, puis c'était vraiment Un comme petit Duolingo. Non, je me suis un peu lancée là-dedans, OK. les yeux fermés. Puis, est-ce que l'inspiration vient de manière différente selon les langues? Parce que aussi, on en a parlé, mais tu chantes également en anglais. Mhm. Ben oui, parce que en fait, c'est ça, je pense qu'avec chaque langue vient la culture aussi. Mhm. C'est comme si, tu sais, quand je parle en espagnol, puis quand je suis dans un contexte justement espagnol, ma personnalité change un peu. Mhm. Il y a comme d'autres référents, puis c'est comme une autre manière de s'exprimer. Fait que je trouve que c'est vraiment comme intéressant de jouer justement avec la poésie parce qu'il y a certaines choses qui se disent plus facilement dans une langue que dans l'autre. Fait que c'est ça, c'est comme un outil de plus pour pouvoir aller chercher je sais pas, d'autres éléments de créativité. Ouais, 100%, je comprends. Mhm. Puis, y a-tu une langue dans laquelle tu préfères composer ou parler? Je pense que, tu sais, en français, c'est juste que c'est plus facile, tu sais, c'est ma langue maternelle. Ouais. Puis j'aime quand même beaucoup pouvoir jouer avec les mots parce que je maîtrise mieux. Mais sinon, chanter en espagnol, j'aime vraiment ça. Ouais. Ouais, ça va comme chercher une autre sonorité aussi dans ma voix. C'est comme un autre instrument. Ça devient quelque chose d'autre. Fait que ça aussi, c'est le fun de... Puis anglais, c'est le fun aussi. C'est juste que je trouve... on est tellement submergé par la musique anglophone Vraiment, qu'après, c'est difficile de peut-être aller faire quelque chose qui se discerne vraiment de d'autres projets. Ou tu sais, je trouve que c'est plus difficile d'être original, mettons, Je comprends. en anglais, mais ça se fait 100% aussi. Là, mais je sais pas. En espagnol, j'aime beaucoup. Puis, est-ce que ça a été un peu comme un game changer de parler, de chanter, d'avoir de la musique qui s'exprime et en espagnol et en anglais en ce qui t'a trait à faire de la musique à l'extérieur du Québec? Oui et non, mais je pense que, en fait, chanter en français à l'extérieur du Québec, ça fonctionne bien. Ah ouais, OK. Ouais, parce que, je sais pas, il y a un peu cet attrait-là pour l'exotisme que le français représente. Puis c'est ça, tu sais, aux États-Unis, j'avais fait une tournée en première partie d'un band coréen. OK. Fait que, tu sais, les gens qui venaient voir ça avaient une soirée en français et en coréen. Ouais. Puis ça les empêchait pas, tu sais, les gens, ils tripaient vraiment. Puis, tu sais, à la fin des spectacles, ils venaient nous voir, puis ils étaient comme... Tu sais, ils adoraient les chansons, même si c'est pas une langue qu'ils comprenaient, tu sais. Fait que je pense que la musique, tu sais, peut aller au-delà de la barrière de la langue, tu sais, c'est vraiment pas... Puis au Mexique aussi, même si j'ai comme 2 chansons en espagnol, les gens, ils étaient comme plus curieux avec mes chansons en français. Parce que pour eux, c'est ça, le français, c'est quand même
pour eux, c'est une langue romantique, tu sais. Alors que pour moi, mettons, c'est l'espagnol que je trouve romantique. Ouais. Mais c'est ça, il y a un peu, je pense que c'est cet exotisme-là de... OK. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que après le spectacle, justement, tu sois aussi capable de parler avec eux dans leur langue. Oui. Aussi. Ouais. Ça, c'est un gros plus, tu sais. La barrière de communication, elle n'est pas présente, en fait. Ça, c'est super le fun. Puis ça m'a permis de, justement, pouvoir aller faire des émissions de radio là-bas, faire des entrevues, Puis, y a-tu un public un public ou une nationalité qui a fait en sorte que t'as vraiment trouvé ça le fun, en fait, de performer dans ce pays-là ou dans cette région-là? Ben, un peu pas. Je pense que ça dépend vraiment plus du contexte, là. Tu sais, si c'est un festival, ben, il y a souvent plus de gens, fait qu'il y a plus d'énergie du public, fait que c'est vraiment plus vivant aussi. Mais je sais pas, je pense pas qu'il y aurait comme un pays favori. C'est vraiment plus comme des crowds. Peut-être un petit coup de cœur pour un spectacle, une expérience. Ben, le show qu'on avait fait à Brooklyn, justement dans cette tournée-là, avec Sesonyeon, le band coréen, c'était comme le premier spectacle de la tournée. Puis c'était sold out. Puis il y avait, je pense, 700 ou 800 personnes. Puis c'était comme dans un entrepôt, dans un quartier industriel, puis c'est un genre d'entrepôt qui avait été transformé en salle de spectacle. Wow. Puis à la fin du show, on a tellement vendu de merch, puis les gens, ils prenaient des photos avec nous, ils voulaient des autographes. C'était comme, c'était vraiment une ambiance ça fait très super, rockstar. Ouais, c'était comme super effervescent, puis tu sais, t'arrives là, tu sais pas à quoi t'attendre, puis là, c'est le premier show de la tournée, puis c'est ça, t'es un peu comme sur un nuage. T'es comme, est-ce que ça va être ça, tous les autres shows? Puis ça ressemblait à ça pour vrai, là. C'était comme... Wow! Ouais, fait que ça, c'était vraiment une belle tournée, puis une belle expérience. T'as aussi fait plusieurs festivals à l'intérieur du Québec. T'as-tu des... tu sais, comme encore une fois, t'as-tu peut-être des coups de cœur de festival ou, tu sais, une connexion avec une crowd à un moment donné que c'est vraiment fait comme, wow, c'est vraiment singulier, tu sais. Ben, les festivals au Québec, pour vrai, sont tous vraiment le fun. Ah ouais. Comme la crowd est toujours très participative, c'est cool. C'est que j'ai pas fait des festivals l'été passé avec mon projet. Là, il faut que je remonte plus loin, à voir qu'est-ce que... Mais l'année où on a fait les Franco et que c'était pendant la pandémie, fait qu'il y avait comme une formule spéciale, puis on avait joué sur le gros stage entre Lumière et Clopelgag, puis tu sais, avec les gros écrans. Là, ça, c'était quand même un bon souvenir, puis un moment fort. Là, mais il y avait une crowd? Ouais. OK, mais c'était après... Il y avait une crowd, mais c'était comme séparé en sections. Puis là, t'avais ton billet, puis là, ça te plaçait soit dans la section A, B, C, D, E. Fait que, tu sais, les gens étaient quand même distancés. Fait que c'était comme au début où comme on avait le droit de refaire des rassemblements, mais qu'il y avait une limite de gens qui pouvaient être présents. Fait que c'était comme pas l'expérience, la place des spectacles remplis, sold out, mais donc, le monde vu que les gens étaient vraiment séparés en sections, mais t'avais quand même l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Wow. Ouais. Ça ressemble à quoi, Laurence Anne, en spectacle? Ben là, c'est ça. En ce moment, pour le nouveau spectacle, ça a changé un petit peu, mais il y a beaucoup... faut s'attendre à un univers de synthétiseurs, mais qui donne quand même un côté vraiment chaleureux à la musique. Ensuite, il y a beaucoup de gongs, de clochettes. Ah bon? Il y a une flûte. OK. Je joue de la flûte maintenant. Est-ce que c'est toi qui joues le gong? Oui, je joue du gong. OK. Puis c'est ça, faut s'attendre à une ambiance quand même aussi, c'est ça, un peu éthérée, mystérieuse, magique. OK. C'est un peu ça la vibe. OK. Ben super, mais on va tout de suite passer à un segment musique. On va écouter encore une fois 3 pièces qui figurent sur ton nouvel album. Mais j'avais envie aussi d'écouter justement la chanson en espagnol, puisqu'on a discuté d'espagnol. Donc, on va commencer avec la pièce Flores. J'espère que la prononciation est correcte. Oui, c'était bien. Avec le petit roulement R. Après ça, on va écouter Ombre sur toi et on va terminer avec Vitesse. Donc, bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter Flores, Ombre sur toi et Vitesse qui figure sur l'album
Oniromancie de Laurent Sand. Laurent Sand, merci beaucoup de t'être déplacé puis d'être venu discuter avec moi. C'est super apprécié. Merci pour l'invitation. Ben, vraiment pas de quoi. Quels sont tes objectifs fin 2023 et 2024, en fait? Mes objectifs... Des spectacles, des... Oui, ben en fait, c'est ça, de faire le plus de spectacles possible avec cet album-là. Puis aussi, ben c'est ça, on essaie de travailler à aller, de retourner sur les territoires à l'extérieur du Québec pour présenter aussi. Fait que j'espère que ça va fonctionner aussi. Puis sinon, de faire des collaborations. Ouais. Comme on en a parlé tantôt. Super. Puis, comment qu'on fait pour la meilleure manière de te suivre? D'être au courant. Oui, ben la meilleure façon, ça serait sur Instagram. C'est vraiment la plateforme où je suis le plus active. Puis sinon, ben pour écouter la musique, YouTube, Bandcamp, c'est plus privilégié que les plateformes. Ah ouais, ok. Ben YouTube, ça m'étonne en fait. Ben YouTube, c'est surtout parce que tu sais, on travaille fort pour faire des visuels. Fait que tu sais, quand tu vas l'écouter sur YouTube, tu peux voir les vidéos qui accompagnent les chansons. Donc ça t'aide à te plonger un peu plus dans l'univers. Je comprends. OK, super. Ben, encore une fois, merci énormément. Je m'appelle Joël Piafaneuf, j'étais l'animateur de l'émission. Puis vous pouvez aussi suivre l'émission En accord avec le son podcast sur Instagram également. Puis le lien, en fait, de tout ce que tu viens de nommer par rapport à ton Instagram, Bandcamp, toutes ces affaires-là de Laurent Sand, c'est en description de l'épisode. Donc, vous irez regarder ça. Puis à la prochaine, en fait, tout simplement. Au revoir.